Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha Toldot pour Torah Box. Réduire les décès liés aux grossesses. Long voyage de Donald Trump en Asie. Yitzhak Avinu, le mari bienveillant. Alors, paracha Toldot, c'est la paracha des difficultés de Rivka après 20 ans maintenant de mariage à avoir des enfants. Et finalement, elle tombe enfin enceinte. Et on connaît tous le conflit ouvert, ou plutôt fermé, entre Yaakov et Esav, en tout cas le futur Yaakov, le futur Esav, dans le ventre de la mère. Alors le Midrash dit que quand Rivka passait devant les maisons d'idolâtrie, eh bien c'est Esav qui forçait le chemin, et quand il passait devant des synagogues, des Beth Midrash, eh bien c'est Yaakov qui forçait le trait. Donc en tout cas, une grossesse extrêmement complexe, extrêmement dure, si bien qu'elle a demandé à se la faire expliquer. Et cette semaine, dans l'actualité, une décision de la fondation Gates. Vous savez que ça fait quelques années que Bill Gates a pris sa retraite, et même s'il gère un petit peu de loin Microsoft, eh ben, il a mis sa fortune à la disposition d'une fondation pour améliorer les conditions de vie dans le monde. Il a travaillé sur le sida, il a travaillé sur beaucoup de choses, et là, eh bien, c'est sur le streptocoque B, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de femmes, 20 millions dans le monde, qui portent cette molécule, donc c'est un streptocoque de groupe B, et c'est chaque année, d'après l'étude de la Fondation Gates, c'est chaque année 150 000 décès qui pourraient être évités. Parmi eux, plus de 10 000 mamans qui meurent en accouchant. Et donc, c'est la nouvelle campagne de la Fondation Gates qui va, Bezrat Hashem, permettre de réaliser plus encore la procréation de l'espèce et faire en sorte que on réduise les souffrances dans le monde. Alors, il faut savoir que la paracha de Toldot, après l'épisode entre Ishmaël et Yitzhak, eh bien la paracha de Toldot, c'est, d'après les commentateurs, la fondation du monde en tant que bloc. C'est-à-dire que finalement, à la base, d'après le Zohar, Esav devait s'occuper de la matérialité. Et c'est pour ça qu'il avait quelque part les préférences de Yitzhak, puisqu'il avait la mission la plus difficile, faire rentrer la sainteté dans la matière. Parallèlement à ça, Yaakov a la mission, lui, de la spiritualité, d'aller au plus loin dans le rapport à Hachem. Et en fait, leur tâche, leur mission est extrêmement liée. C'est pour ça qu'ils font partie, c'est pour ça qu'ils sont jumeaux, explique le Meshach Chochma, et que finalement c'est Esav qui protège Yaakov, d'accord, comme l'écorce protège le fruit. Le problème c'est quoi, hein? C'est si le fruit n'est pas pris assez à temps, eh bien l'écorce peut tuer le fruit. Eh bien c'est tout ça l'enjeu, et si bien que, on verra dans les parachas la semaine prochaine, mais le programme de base, c'était que Esav devait avoir 6 enfants, 6 tribus, Yaakov 6 tribus, et le monde devait être partagé comme ça. Eh bien, malheureusement, Esav a échoué dans sa mission, si bien que Yaakov a été contraint de prendre la mission d'Esav. Sinon, ce n'était pas lui qui allait faire les 12 tribus, ça aurait été, d'après les commentateurs, son fils Yosef. Et donc non, il n'a pas voulu laisser passer cette occasion, et du coup, il a vaincu l'ange d'Esav, il a pris la femme d'Esav, il a pris Léa, et quelque part, il a pris les 6 tribus liées à Esav. Eh bien, cette semaine, toujours dans cette dichotomie du monde, on a bien expliqué comment Abraham, finalement, il a donné à tous les descendants de Ketura le Shem Atuma, d'accord, c'est le nom d'impureté, avec Sini, le chinois, d'accord, il a commencé à peupler, on avait déjà Yafet, d'accord, Noach a eu 3 enfants, Shem qui a donné les Sémites, derrière Ham qui a donné les Africains, et Yafet qui a peuplé finalement toute l'Asie, l'Extrême-Orient. Et donc, là on continue, la paracha de la semaine dernière, c'est le monde musulman, d'accord? Et la paracha de cette semaine, elle vient expliquer en fait qu'il y a 2 mondes qui vont s'opposer de façon ultime et permanente. Esav et la matérialité, Édom, l'exil qu'on vit toujours aujourd'hui, l'exil d'Édom, de la matière, de la course vers les honneurs, de la course vers l'argent, etc., etc. Et de l'autre côté, la spiritualité qui est représentée
qui est représenté par Yaakov et qui est représenté par les Juifs. Alors, cette semaine, toujours dans cette idée-là, si on analyse maintenant, parce que c'est ce qu'on essaie de faire ici, le voyage de Donald Trump, qui a été livré un message très fort à l'Asie. Donc il a fait un très long voyage. Depuis un an, il a quand même assez peu voyagé. Et donc là, il a fait un voyage d'une dizaine de jours en Chine, en Corée du Sud, au Vietnam, etc. pour assumer une chose, America's First, d'accord? Donc il vient toujours avec son slogan, à savoir qu'on doit protéger les intérêts américains. Aujourd'hui, il y a un déficit commercial énorme au profit du Japon, au profit de la Corée du Sud et surtout au profit de la Chine. Et que en fait, ok pour être partenaire, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Donc il est venu avec une main extrêmement forte, portée par des intérêts économiques et géopolitiques. Donc économique, c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui le meut. Et il faut bien comprendre que Donald Trump, c'est un homme d'affaires avant tout. Ça qui l'intéresse, c'est combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte. On défend tel pays, combien, qui paye. C'est ça qui l'intéresse, c'est toujours son leitmotiv. Et bien là, c'est ça Edom, c'est ça Esav. Esav, c'est l'argent, c'est que fondamentalement, c'est la matière. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on tient? Et en face, on a les Chinois avec un Xi qui vient maintenant d'établir sa toute-puissance en Chine, qui est maintenant, après Mao, après Deng Xiaoping, le nouveau grand dirigeant chinois dans les statuts du Parti communiste, et qui derrière, a priori, est considéré comme un alter égal maintenant par Trump, alors même que Trump l'avait massacré absolument pendant toute la campagne électorale. Mais Trump, il a des intérêts. Et le Chinois, il a des intérêts. Xi, il a un intérêt énorme. C'est que le ralentissement de sa croissance à moins de 6% par an n'ampute pas, ne crée pas des vagues de protestation dans une population d'1,5 milliard de personnes qui doit nourrir. C'est ça le premier enjeu de la Chine. Et donc finalement, Trump il est venu avec deux messages. 1, rééquilibrons les accords. 2, faisons vivre ça. 3, la Corée du Nord. La Corée du Nord et la Syrie. Parce que Trump, il sait pertinemment, très pragmatique, qu'il va pouvoir régler le problème de la Corée du Nord et de la Syrie par l'économie. C'est-à-dire qu'il va créer un terrain d'entente avec les Russes, parce qu'ils ont plus d'intérêt à travailler avec les Américains qu'avec l'Iran et la Russie. Et il doit créer un terrain d'entente avec la Chine, qui a plus d'intérêt à travailler avec les États-Unis, qui est son premier partenaire commercial mondial, qu'avec, évidemment, la Corée du Nord, qui est un pays totalitaire, en désuétude complète, une espèce de réminiscence, de fin de morceau de l'histoire du communisme primaire. Mais en tout cas, le fait est que, finalement, les deux, le monde aujourd'hui, tout le monde a salué la sortie de Donald Trump. D'accord ? Tout le monde avait peur, parce que Donald Trump, c'est quand même un grand trublion. Tout le monde avait extrêmement peur, et finalement, il s'en est sorti extrêmement bien, en étant très clair, et en trouvant finalement des terrains d'entente économiques qui vont pousser le géopolitique. Ça veut dire que finalement, Yafet et tous les peuples noachides qui descendent de là, et qui de Kétoura derrière, ben, tous ces peuples-là, ils sont réunis, ils font corps maintenant aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, il y a Édom d'un côté, d'accord, parce que tout ça, ça devient juste Édom, puisque le paradigme, il est le même. Même si c'est God bless America sur les billets, bon, le rapport à la religion, il est quand même très secondaire après l'argent, même s'il est sur les billets. D'autre part, on a les Chinois qui, eux, pour le coup, en rapport à la religion qui est extrêmement... C'est le pays, il faut comprendre que le pays où il y a le moins de croyants dans le monde, c'est en Chine. D'accord, 2% des Chinois, d'après les dernières études, se disent croyants. Donc finalement, on a un bloc maintenant, bloc qui s'appelle Édom. En face, on a Yaakov et Ishmaël qui restent. Et donc, Ishmaël et Yaakov qui se disputent, entre guillemets, la spiritualité, avec un combat maintenant perdu pour Ishmaël, puisque malheureusement, Ishmaël n'a pas réussi à endiguer cette vague commencée depuis le wahhabisme de Ben Laden, etc., qui a donné évidemment le catastrophe de l'État islamique, d'accord, donc qui a perdu son âme, qui a perdu la force de son message en Syrie, en Irak, au Bataclan, etc. Et donc finalement aujourd'hui on se retrouve avec Édom d'un côté, la matérialité, Édom qui s'unit avec tout le monde et qui n'a plus peur de dire à Ishmaël, écoutez, nos dépenses militaires, elles sont plus élevées que les 15 plus grands pays du monde, d'accord, que les dépenses des 15 plus grands pays du monde. Et donc du coup, les patrons, c'est nous. Et à Kol Yaakov, comme ne cesse de répéter Trump, ou Nick Haley, sa représentante à l'ONU, la spiritualité, c'est eux. Donc vous sentez que
à travers Parashat Toldot, cette séparation du monde, et à travers ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, où finalement Edom accepte d'être Edom, clair, America's first, les intérêts économiques d'abord, que finalement le reste du monde va s'accommoder de ça, d'accord, parce que c'est la plaque tournante économique, et que derrière Ishmaël, finalement, on va être relégué à sa posture la plus congrue suite à toutes ces erreurs historiques, eh bien, on a un grand parfum de fin des temps. Amen, Ken Yehai Ratzon. Alors pour finir, une petite note actuelle, mais qui n'est pas une actualité réellement, c'est la posture d'Yitzhak. Il faut savoir que le couple Yitzhak-Rivka, c'est, on va dire, le couple, entre guillemets, les Havdil, évidemment, à prendre avec énormément de pincettes, c'est le couple le plus romantique de la Torah. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la Torah utilise à plusieurs reprises la notion d'amour, à plusieurs reprises la notion de bienveillance. On voit finalement comment Yitzhak il protège sa femme, comment il met, encore une fois, des attentions, il s'arrête, il joue avec sa femme. C'est-à-dire, il y a un lien de proximité, il y a un lien d'affection, il prie pour sa femme, il s'engage pour sa femme. Il est marqué dans la paracha que Ishmaël a pris que Esav a pris 2 femmes sur les 2 premières. Et là, on voit que c'était réprimandé. Pourquoi? Pas besoin d'avoir des femmes en plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yitzhak, c'est l'homme d'une femme. Yitzhak, c'est simple pour lui. Il doit créer un couple juif uni. Et les meilleures épices pour que ça fonctionne bien, c'est d'honorer sa femme, de lui donner de l'affection, de lui donner de la bienveillance, etc., etc. Ça, c'est la force d'Yitzhak. Et quand il arrive, et on revient quelque part maintenant à toute la fin de l'omerta sur les agressions sexuelles, sur les chantages sexuels dans différents milieux, dès qu'il y a du pouvoir finalement. Et on voit comment Yitzhak, dès qu'il retourne chez Avimelech, il dit tout de suite attention, c'est ma sœur. Rachid expliquait, et donc Avimelech lui demande mais pourquoi tu as dit que c'était ta sœur? Il dit non, mais j'ai voulu protéger, je ne voulais pas qu'elle soit violée. Et dès qu'il a vu ça y est, ils étaient bien intégrés, qu'il n'y avait plus de problème, alors à ce moment-là, il a baissé sa garde. Mais en tout cas, l'idée c'est de montrer à quel point finalement un homme, il doit protéger sa femme. Un homme, il doit faire attention à ses fréquentations, il doit faire attention à un ensemble de choses pour qu'elle ait un vrai terreau psychologique, affectif, etc., qui fait qu'elle sera vraiment une échette raïl. La question de savoir si la Torah est misogyne, il faut bien comprendre que avant tout, la Torah c'est une histoire de mère juive. Et donc comme par essence, un juif, il veut faire plaisir à sa mère, d'accord? Il veut l'honorer, il veut la chérir. Eh bien, de fait, la Torah ne peut pas être misogyne. On ne peut pas aller contre sa mère, on ne peut pas aller contre le visage féminin, sachant que, fondamentalement, dans le monde juif, on part d'un principe essentiel, à savoir que la femme vient d'un niveau plus élevé. Et donc, elle a plus de bina, elle a plus de discernement, justement parce que l'homme vient de la terre, d'accord, vient de quelque chose de sec, et que la femme vient déjà de l'homme, d'un niveau bien plus élevé. Donc elle a plus de bina, et c'est pour ça que c'est elle qui va transmettre l'amour de la Torah, c'est elle qui va transmettre la chaleur du foyer, où se construise tout le ciment affectif, psychologique qui va permettre à chaque enfant d'exister et de se construire. Voilà, on souhaite de très bonnes news à tous, et Shabbat Shalom.